Bonsoir à tous. Alexis Dutertre, je me présente, ambassadeur de France en République tchèque. Je suis avec Jérôme Heurtaud, le directeur du CEFRES, du Centre français de recherche en sciences sociales basé à Prague. Je suis très heureux de vous accueillir pour l'ouverture de cette nuit des idées en ligne, dans des circonstances évidemment un petit peu particulière, un peu exceptionnelle, mais ce n'est pas parce que nous vivons des moments difficiles avec la pandémie que le débat d'idées doit s'arrêter. Au contraire, c'est un peu l'occasion de faire une pause dans nos activités et nos contraintes quotidiennes pour, même si c'est à distance, même si c'est à nouveau une visioconférence dans une journée de visioconférence, faire un peu place nette, se libérer le cerveau ou faire place à ces enjeux ou cette capacité à se retrouver pour s'écouter, pour débattre et pour échanger. Je voulais rappeler que la Nuit des idées, c'est une manifestation internationale qui est promue par l'Institut français de Paris, qui propose près de 200 débats dans 90 pays. Donc nous ne sommes pas seulement à Prague, mais c'est l'ensemble du réseau des instituts français, des alliances françaises, des unités françaises de recherche à l'étranger, qui, partout dans le monde, propose aujourd'hui cette nuit des idées. Je dirais, nous avons toute la nuit, ou en tout cas une bonne partie de nos horaires ou de notre soirée, pour penser, pour réfléchir ensemble, pour partager nos convictions. La thématique de cette année, c'est le mot « proche » au pluriel, qui en fait nous pose la question des nouvelles façons d'être ensemble, de vivre ensemble, en particulier et encore plus peut-être dans le contexte de la pandémie. Alors je voulais simplement dire que l'Institut français de Prague, qui vient de fêter ses 100 ans, le CEFRES, qui va fêter lui ses 30 ans cette année, ont tenu à maintenir cette manifestation en dépit des circonstances, précisément pour marquer tous ces liens qui nous unissent et pour dire que le débat d'idées doit continuer à vivre dans cette période particulièrement compliquée. Notre soirée ce soir se déroulera en deux temps, si j'ose dire, ou avec deux éléments un peu parallèles. D'une part, vous êtes invités à contribuer à l'installation lumineuse que je viens d'aller voir de l'artiste Jan Posch, qui est sur la façade de l'Institut français. C'est une installation lumineuse et où, si vous scannez le QR code, vous pouvez allumer et programmer les mots qui s'affichent sur la façade ou toute une série de messages. Donc, ce que l'on voulait, c'était avoir, à l'occasion de la Nuit des idées, un phénomène un peu interactif, ou en tout cas un happening un peu interactif sur la façade de l'Institut français. Et puis, le temps principal, et puis je vais terminer là, c'est le débat qui est proposé ce soir par le CEFRES et par Jérôme Heurtaud, son directeur, sur l'Europe centrale face au risque, réinventer la solidarité. Évidemment, cette question de la solidarité ou de la réinvention de la solidarité en Europe centrale, on y voit avec l'actualité immédiate matière à illustration sur ce que l'on peut voir comme solidarité, comme action européenne avec le Covid et avec la pandémie à laquelle nous faisons face. Mais l'on voit bien aussi que les lignes de force ou les lignes de fracture qui révèlent tous les débats qui se posent à l'Union européenne aujourd'hui face à un monde qui est plus brutal, qui a moins de règles, montre que cette notion de la proximité ou de la solidarité est quand même beaucoup plus compliquée qu'on ne pourrait le penser en Europe centrale, avec des sujets de discussion, de désaccord parfois, mais aussi des motifs d'espérer dans les enjeux auxquels les pays d'Europe centrale sont confrontés sur cette notion de solidarité qui est une notion clé pour la poursuite de la construction européenne. Donc, je ne vais pas lancer tout de suite le débat sur des thèmes provocateurs. Je garderai ça pour le débat après l'intervention de nos trois invités.
mais je crois qu'il y a suffisamment d'éléments dans l'actualité aujourd'hui d'Europe centrale pour voir des motifs d'espérer sur la solidarité et en même temps des motifs de vigilance et d'appel à l'action et à l'unité européenne sur des enjeux sur lesquels, je dirais, on ne peut pas être membre du club et ne pas jouer le jeu de la solidarité quand le club est confronté à des défis qu'il doit relever précisément ensemble parce que nous sommes proches. Je voudrais terminer en remerciant nos trois invités qui viennent de France, donc Thomas Serrier, de République tchèque, en espérant qu'elle ait pu se connecter, Sacha Ulova, et puis de Pologne avec Michał Kozłowski. Merci beaucoup à vous trois et d'avoir accepté de vous prêter à cet exercice de débat et de débat d'idées pour lancer cette nuit des idées. Et donc, je vous laisse la parole et je suis vraiment très content que nous puissions tenir cette nuit des idées à Prague aujourd'hui. Donc, c'est à mon tour d'enlever le masque. Merci pour vos mots d'introduction, monsieur l'ambassadeur. Puis merci surtout d'avoir accepté notre invitation à débattre avec les panélistes et puis avec les spectateurs de cette première conférence de l'année, premier débat, première table ronde de l'année pour le CEFRES. Donc, c'est un moment important pour nous et d'autant plus important que cette année marque effectivement le 30e anniversaire du CEFRES 91-2021. Donc, on essaiera de répondre à ce rendez-vous qui est un rendez-vous important pour nous parce qu'il manifeste la durabilité, la longévité de cette institution et puis aussi de son ancrage en République tchèque et en particulier à Prague. Alors, je suis très heureux d'animer cette soirée. Je voudrais souhaiter la bienvenue aussi donc, à nos panélistes que je vais présenter tout à l'heure, mais également à tous ceux qui ont pu se connecter à la fois sur Zoom et aussi sur Facebook. Donc, je rappelle que sur Zoom, il est possible de suivre ce débat soit en français, entièrement en français, parce que les intervenants parleront français ce soir, soit entièrement en tchèque. Et je remercie les deux interprètes qui sont dans la mezzaïne, que vous ne pouvez pas voir, mais que nous voyons, et qui travaillent de concert pour assurer cette traduction. Vous pouvez aussi suivre tout le débat sur Facebook. Sur Facebook, donc c'est streamé online. Nous devons sacrifier un peu au critère parce que c'est celui que le plus grand nombre comprend. Par contre, sur Facebook, ça n'est possible qu'en français. Voilà, donc vous avez le choix. Bienvenue en tout cas à tous. Alors, le débat de ce soir est effectivement intitulé « L'Europe centrale face au risque, réinventer la solidarité, point d'interrogation ». L'Europe centrale, comme d'ailleurs toute l'Europe, l'une des questions sera peut-être justement de se poser la question de quels sont les pays qui sont concernés par ces débats, mais sans doute toute l'Europe est concernée par ces questions, est confrontée aujourd'hui à des problèmes multiples qui constituent des enjeux majeurs auxquels donc elle est confrontée. Certains de ces enjeux s'inscrivent dans une longue durée, mais sont inscrits à l'agenda public que depuis peu. Je pense par exemple au réchauffement climatique, qui est une histoire très ancienne, mais qui est devenu un enjeu du débat de controverse publique que récemment. D'autres enjeux sont plus ponctuels, même s'ils peuvent s'inscrire dans le temps. Je pense par exemple à la pression migratoire, je pense aussi à un certain nombre de sujets. Certains problèmes conduisent à des situations tendues qu'on a tendance de plus en plus fréquemment à qualifier de crise. Je pense par exemple à la crise financière de 2008 ou bien à celle des réfugiés en 2015, enfin, quelle que soit évidemment la justification de cette qualification, c'est tout de même ainsi qu'elle avait été nommée. Certains enjeux sont anciens et se trouvent réactualisés. On peut faire ici référence, par exemple, à la résurgence de formes de nationalisme et de conservatisme en Europe, à la résurgence aussi sous des formes nouvelles du phénomène terroriste, qui n'est pas du tout une nouveauté pour nos pays européens. Et puis parfois, ils frappent par leur nouveauté, et je crois que c'est particulièrement le cas à l'heure de la pandémie du coronavirus et de ses effets sociaux, économiques, psychologiques qui frappent nos sociétés. Alors, il est vrai que les pays d'Europe ont toujours, si je puis dire, été confrontés à des crises, mais nous avons le sentiment qu'aujourd'hui, peut-être pour la première fois avec autant d'intensité depuis 1945, on a un sentiment de multiplication et d'enchevêtrement de ces crises au point de ne plus pouvoir véritablement avoir une quelconque maîtrise sur elles.
L'objet du débat de ce soir, c'est donc de faire le constat de ces multiples enjeux, de les identifier, de comprendre ce qui fait obstacle à leur dépassement, mais c'est aussi, et c'est l'intérêt justement d'une nuit des idées, c'est de partager des idées, c'est aussi de penser ensemble les modalités de se confronter à ces nouveaux enjeux et comment les dépasser. Et une piste justement que nous vous proposons d'explorer ce soir, c'est de réfléchir à des formes renouvelées, ambitieuses, inclusives de solidarité. Alors quel sens donner à cette notion de solidarité? Que peut-elle recouvrir en termes d'innovation intellectuelle, de réflexion intellectuelle? Quelle forme lui donner en termes d'initiatives civiles, privées, en termes d'action publique, bien évidemment, nationale, européenne, internationale? L'histoire de l'Europe, par exemple, l'héritage de cette histoire, peut-elle être un recours ou est-ce que c'est plutôt un repoussoir pour fonder une solidarité européenne aujourd'hui? Peut-on également être solidaire entre Européens quand les inégalités sociales se creusent, y compris au sein même des États-nations qui forment cette union, et quand la solidarité est diversement pratiquée d'un pays à l'autre dans cette zone? La crise pandémique dans laquelle nous sommes plongés, qui touche à notre vie quotidienne, qui s'inscrit de plus en plus dans le temps, est à mon avis un analyseur exceptionnel, une occasion particulière. C'est un miroir grossissant à la fois de notre incapacité, mais aussi de notre capacité à donner corps à l'idée de solidarité. La crise, je pense, a montré qu'on n'était pas capable d'être solidaire de tout. Elle a réactivé des égoïsmes nationaux, mais elle a aussi suscité des actions communes assez spectaculaires, au niveau notamment communautaire et ailleurs. Et une des questions peut-être qu'on pourrait se poser, c'est comment profiter de cette crise comme d'un bain de jouvence pour réaffirmer ce qui justifie le vivre en commun des peuples d'Europe. Comment réaffirmer, au fond, repenser des formes de solidarité? Alors, ce sont quelques-unes des questions, évidemment, mais il y en a bien d'autres encore qui pourront être abordées ce soir. Donc, par un panel dont je suis vraiment très, très fier parce qu'il réunit des intervenants, 3 intervenants très différents par leur spécialité, par leurs compétences, mais absolument passionnants les uns et les autres. Et je les remercie vraiment de tout cœur, tous les 3. J'allais dire tous les 2, parce que nous n'avons pas encore de nouvelles de notre 3e intervenante, mais j'ai bon espoir qu'elle nous rejoigne très, très vite. Alors, le premier intervenant sera Thomas Serrier. Bonsoir Thomas. Vous êtes historien, professeur à l'Université de Lille, spécialiste de l'histoire allemande contemporaine, et notamment des relations germano-polonaises, des enjeux mémoriels européens et des frontières européennes. Vous avez notamment été professeur invité à l'Université Viadrina, à Francfort-sur-Oder, pendant plusieurs années. Et puis, vous êtes co-directeur d'un ouvrage important, coécrit avec Étienne François, et qui s'appelle Europa, notre histoire, que nous avons ici, bien sûr, dans la bibliothèque du CEFRES, et qui est un livre paru en 2017 en France, traduit pour 2019 en Allemagne, donc paru en Allemagne en 2019, et qui, je crois, sera disponible en langue anglaise dès 2021, s'il n'y a pas de retard. C'est un grand livre, donc au sens évidemment de sa dimension, 1400 pages, 109 contributeurs, je crois, mais aussi de son intérêt, parce que c'est un livre qui repère les lieux de mémoire en Europe, donc qui essaie de fonder justement, de repérer ce que font, ce qui alimente quelque chose qui ressemble à une mémoire européenne. Mais c'est aussi une réflexion très importante, très intéressante et tout aussi provocatrice, justement, sur la mémoire européenne, sur l'introuvable, peut-être, mémoire commune européenne, et en tout cas sur la pluralité des mémoires. Notre deuxième intervenant, et je le remercie d'intervenir depuis Varsovie, sera Michał Kozłowski. Il est maître de conférence à l'Université de Varsovie. C'était d'abord un philosophe, mais il se présente aussi, et il le dit lui-même, occasionnellement comme sociologue ou historien. C'est un spécialiste de la philosophie politique, notamment de Foucault. Mais c'est aussi un publiciste, quelqu'un qui intervient dans le débat public polonais de façon régulière et depuis déjà assez longtemps. Il est actuellement coéditeur de l'édition polonaise du Monde diplomatique et de la revue Base Dogmatou, sans dogme, qui est une revue qui vaut le coup d'œil dans le monde intellectuel polonais. Elle tranche avec une grosse partie de la production intellectuelle actuelle. Alors, Mira a publié de nombreux ouvrages, beaucoup d'articles aussi sur des sujets divers,
mais dont on peut dire qu'ils se rejoignent sur une critique acerbe, disons, de notre monde contemporain, du capitalisme également, du néolibéralisme en Europe, mais aussi de l'évolution de la vie politique polonaise. Et puis notre dernière intervenant, et vraiment j'espère qu'elle pourra se connecter, il n'est pas toujours facile compte tenu disons, de l'aspect virtuel de ce séminaire, disons, d'avoir les outils. Parfois, on n'a pas les outils technologiques qui permettent de se connecter comme on le souhaite. Donc, c'est peut-être cette raison-là. Notre dernière intervenante est Sacha Oulova. Elle est journaliste, une journaliste très connue en République tchèque d'ailleurs, qui a écrit sur des thématiques variées, mais qui se rejoignent sur le fait de questionner, en quelque sorte, la face sombre de la démocratisation tchèque et aussi de l'évolution économique tchèque. Donc, c'est une forme de critique du capitalisme à laquelle elle s'adonne, à travers notamment un travail récent qui est extrêmement fascinant, puisqu'elle a travaillé comme journaliste infiltrée dans un certain nombre de lieux de travail, dans des entreprises notamment, et elle a pris la place donc d'ouvriers, d'employés sous-payés du capitalisme tchèque, et donc elle les appelle les héros du capitalisme, du travail capitaliste en République tchèque. Et elle a fait en quelque sorte un travail qui s'inscrit dans la lignée de Günter Wallraff en Allemagne, qui avait fait aussi, qui avait vécu très longtemps avec des ouvriers venus de Turquie, immigrés turcs en Allemagne. Je pense aussi à Florence Obnas en France, qui a fait ça plus récemment. Sacha Oulova est aussi une très bonne connaisseuse des communautés roms en République tchèque. Elle a beaucoup dénoncé dans ses écrits à la fois le racisme anti-rom, mais aussi la manière dont les médias traitent la question rom dans le cas donc, de la République tchèque. Donc voilà nos trois intervenants présentés. Donc sans attendre, je vais donner la parole à Thomas Serrier de Lille pour un petit quart d'heure. Chaque intervenant aura à peu près un quart d'heure. Et puis ensuite, on commencera le débat. Donc Thomas Serrier, c'est à vous. Merci beaucoup, Jérôme Meurtaud, pour l'invitation. Merci aussi à Monsieur l'ambassadeur pour les mots d'introduction. Évidemment, désolé d'être à distance et de ne pas pouvoir saisir et voir le public autrement que virtuellement. Mais on l'espère nombreux. En tout cas, pour ma part, j'ai plaisir à participer à cette discussion. Je me suis inspiré du thème, du motto, du slogan général de cette nuit des idées, proche, pour partir d'un film qui m'avait pas obligatoirement très réussi, mais qui m'avait beaucoup inspiré et beaucoup marqué à l'époque où je l'avais vu, Si loin, si proche, de Wim Wenders. Jérôme Meurtaud a eu l'amitié de rappeler que j'étais professeur d'histoire allemande. Et donc ce film, qui est en bon français ou en bon anglais, le sequel de Himmel über Berlin, donc les anges, les ailes du désir, le grand film, le chef-d'œuvre de 1987, est un film qui se passe donc qui est tourné et qui est montré sur les écrans en 1993, Si loin, si proche. Et on y retrouve la problématique des anges qui survolent Berlin. Alors, il ne s'agit pas de Berlin-Ouest comme en 1987, mais il s'agit cette fois-ci du Berlin de l'immédiate après chute du mur et de l'immédiate après réunification. Et on a donc les deux anges, Cassiel et Damiel, qui observent le monde des humains et qui écoutent leurs histoires, exactement comme dans le film peut-être plus célèbre, plus à juste titre à mon avis, les ailes du désir, où on a ces passages où notamment à la Bibliothèque nationale, l'ange écoute les humains raconter leurs histoires, tout ce qui leur passe par la tête. Et dans ce film, Cassiel et Damiel ont choisi deux
deux approches différentes. Cassiel est resté un ange, et donc il a une empathie, mais il est à distance, il ne peut écouter les histoires des hommes qu'à distance, en les conseillant comme un ange gardien, mais sans véritablement lui-même sentir le même ressenti que les humains qui racontent leur histoire, alors que son ami Damiel, lui, s'est incarné et donc, dans sa chair, fait l'expérience des histoires, de l'histoire humaine. C'est une histoire, donc évidemment, c'est un questionnement très existentiel, très philosophique, comme dans Les ailes du désir de 1987, mais parce qu'on se situe en 1993, donc quelques années après la chute du mur, dans ce Berlin des premières années de la réunification, il y a évidemment une dimension historique et une dimension interculturelle. Entre l'Est et l'Ouest, Berlin-Ouest, Berlin-Est, entre les deux Allemagnes, qui sont réunifiées, dont les sociétés ont été si différentes, évidemment le choc est encore très sensible dans ce début des années 90. Et puis, c'est aussi le Berlin qui est devenu le lieu de rencontre, le carrefour de cette Europe qui se réinvente au début des années 90. Il y a donc un désir d'histoire, une difficulté à comprendre l'autre, un besoin d'écoute, une volonté d'empathie, mais avec toutes ces limites que l'on retrouve dans ce film. C'est pour ça que ce film, malgré peut-être quelques errements cinématographiques, un côté un peu expérimental, inabouti, et m'avait profondément touché à l'époque. Si je peux faire un saut, je partirais de ce premier développement, de cette première mise en perspective ou cette première ligne de fuite pour revenir à l'Europe, notre sujet central. Et peut-être en rappelant tout simplement ce que disait Paul Valéry il y a à peu près 100 ans, de l'Europe comme extrémité péninsule à la pointe extrême de l'ensemble asiatique. Au fond, un espace minuscule à l'échelle mondiale. On a des chiffres sur la population, autour de 5% de la population mondiale. La part des terres immergées aussi, 5% à peu près, plus ou moins. Et pourtant, c'est un des espaces les plus striés de frontières. Donc, c'est un espace où, évidemment, le besoin de se raconter, de se comprendre, fait partie de l'expérience centrale de l'histoire européenne et du besoin, finalement, que même en cas de refoulement, du voisinage et de refoulement de l'altérité, cette expérience de la marqueterie européenne et de la proximité du voisinage. Donc, on retrouve le terme et le thème de cette soirée de Nuit des idées proche. C'est une expérience totalement fondamentale. Alors, effectivement, Jérôme Hurtaud a eu à nouveau l'amitié de rappeler le livre que j'avais co-dirigé et qui reste une aventure. Évidemment, on ne se lance pas dans une aventure comme ça de diriger un projet collectif à plus de 100 auteurs sans que ça vous accapare pendant quelques temps et que ça accapare un petit peu vos esprits aussi pendant quelques années. Europa, quelle avait été notre approche? Je peux partir de ce livre, mais parce que c'est tout simplement une approche un petit peu générale qui est la mienne. Nous avions réfléchi évidemment à cette question qui se pose depuis quelques décennies maintenant de l'identité européenne, qui a été donc actualisée ou posée peut-être avec une urgence nouvelle après 1989. Et nous avons cherché à prendre en compte la part du rapport à l'histoire de ce qu'on appelle les mémoires, c'est-à-dire non pas une approche par l'histoire telle qu'elle s'est déroulée et que les historiens peuvent la retracer à partir des archives ou à partir des différents documents d'époque, mais à partir, donc médiatisée à partir de l'expérience du vécu et de ce qui reste de ce vécu
tel qu'il est transformé après dans les expériences et dans les visions, dans les représentations ultérieures de cette histoire. Et en abordant cette question, nous nous sommes posé beaucoup de questions, évidemment, de méthode. Et pour le dire de façon un petit peu brutale au départ, je pense que nous savions tout de suite, avant de savoir ce que pouvaient être les mémoires européennes, nous savions ce qu'elles n'étaient pas. Et nous savions aussi moins peut-être ce que nous voulions, et ce qui a été le fruit de ce travail collectif, que ce que nous ne voulions pas, ce que nous voulions éviter. Ce que nous voulions éviter, parce qu'il nous a semblé dès le départ que ça entraînerait des complications et des blocages, c'était proposer une histoire unitaire de l'Europe. Parce qu'il n'y a pas d'histoire unitaire de l'Europe et il n'y a pas de mémoire unitaire de l'Europe. Notre intuition, et finalement elle a été confirmée dans ce travail, donc je parle volontiers évidemment parce d'une part, il m'a effectivement occupé quelques années, mais c'est aussi un travail collectif et il a réuni tous ses contributeurs. Une de nos conclusions, c'est effectivement que la proposition d'une histoire unitaire provoque presque automatiquement des contestations, des adaptations, des nuances, et que la volonté donc de proposer une vision harmonieuse de l'histoire de façon contre-productive débouche en fait sur une cacophonie. Donc notre projet, et au-delà de ce livre, finalement, mon approche générale, c'est plutôt de voir l'Europe et l'histoire de l'Europe, les mémoires de l'Europe, comme une articulation entre une possibilité de matrice commune et d'histoire partagée, et une part réservée, une part subsidiaire. On n'est pas en politique, évidemment. Le terme subsidiarité, il relève plutôt du domaine politique, mais même dans la manière dont les Européens perçoivent leurs histoires, il y a cette articulation. Et il y a toujours cette part de subsidiarité des histoires nationales, des cultures politiques nationales, du vocabulaire politique national, du vocabulaire. Donc un degré d'autonomie, pour ne pas dire d'idiosyncrasie nationale, tout à fait respectable, hein, même si le terme idiosyncrasie peut susciter le sourire. Donc notre réflexion, elle est partie dans ce sens de respecter d'un côté l'extrême diversité européenne, tout en cherchant à mettre en avant ce que l'historienne italienne Luisa Passerini a appelé les mémoires partageables. Alors les mémoires partageables, c'est un effort en fait de chaque Européen, chaque nation européenne, de chaque groupe, de sous-groupe européen, essentiellement évidemment les nations et les États-nations, de réfléchir à ce qui, dans leur histoire propre, peut être compréhensible, traduisible, hein, pour dépasser évidemment les barrières d'incompréhension. Tout ce travail, hein, on le voit, a été très influencé par le dernier Paul Ricoeur, hein, le Paul Ricoeur des dernières années, son travail sur la mémoire, l'histoire, l'oubli, son travail aussi sur la reconnaissance, son livre Parcours de la reconnaissance, les publications des années 2000 en fait, hein, vraiment les toutes dernières années de la vie de Paul Ricoeur, et notamment les textes qu'il a pu publier dans la presse générale également
autour de l'idée que les Européens auraient tout intérêt à se laisser raconter leur histoire par d'autres. Alors peut-être pour terminer, parce que j'ai déjà parlé 10 minutes au moins, il me semble qu'un des enseignements de ce grand livre, de ce gros livre en taille, 1400 pages, effectivement, 150 essais et une centaine d'auteurs, ça a été de voir que l'Europe, et c'est une des réponses finalement à la question que posait Jérôme Heurtaud tout au début, sur la spécificité de l'Europe centrale, c'est vraiment de voir que l'Europe est un ensemble de géographie variable. Donc l'Europe centrale, oui, évidemment, c'est un ensemble qui ressurgit de façon régulière, récurrente, parfois même de façon un petit peu performative. Quand on pose la question d'une spécificité de l'Europe centrale, eh bien, dans la réponse, on produit une réponse qui correspond à cet ensemble de l'Europe centrale. Mais si on s'interroge, et donc on l'a vu en distribuant nos 50 sujets, nos 150 lieux de mémoire à nos 100 auteurs, qui ont traité de sujets complètement différents, la mémoire de la Première Guerre mondiale, la mémoire de la Renaissance, la mémoire de la tolérance, la mémoire de l'Antiquité et de Rome, etc. etc. On voit des contours différents qui se dessinent. Donc ça, c'est une réponse historique que je ne peux qu'esquisser ici, mais il me semble que peut-être pour terminer de façon un petit peu plus politique et un peu plus contemporaine, il me semble qu'on a tout à fait intérêt à voir cette géographie variable ou ces variations géographiques encore à l'œuvre et justement essayer de ne pas reconstruire ou de ne pas réifier des ensembles historiques qui peuvent avoir une valeur ou une valence à un moment donné sur un thème donné, sur un contexte donné, autour d'un débat donné, mais sans que ce soit obligatoirement des contours donnés pour l'éternité. Merci beaucoup Thomas Serrier. C'est vrai que vous avez bien fait de rappeler que même le qualificatif d'Europe centrale qu'on a retenu pour cette conférence est évidemment sujet à discussion. Certains le contestent, considèrent que par exemple il faut parler d'Europe médiane, d'Europe de l'entre-deux. On parlait dans le passé de l'autre Europe, de l'Europe de l'Est. Et donc il y a toute une série de dénominations qui sont l'objet encore de discussions à la fois académiques mais aussi, disons, plus largement politiques. Je vais donner la parole maintenant à Mira Kozłowski, qui, lui, est-ce qu'il serait d'accord, Mira, pour dire qu'il vit en Europe centrale tout en étant à Varsovie? C'est une big question. Je suis sûr que non. Mira, c'est à vous. Merci beaucoup. Merci Jérôme, c'est vrai. Merci, monsieur l'ambassadeur, aussi pour la prononciation immaculée de noms slaves bizarres. C'est la première fois que j'ai entendu aussi parler. Mais si on peut faire la perfection graduelle du tout. Oui, ça, c'est les sujets que vous avez proposés pour ce soir et je trouve pertinent et central, même si de loin on peut dire oui, encore l'Europe, encore les problèmes, encore solidarité. Oui, mais je crois qu'on a des raisons très particulières de parler de solidarité et aussi de contexte particulier, de parler à partir de l'Europe centrale. Et je vais répondre à ta question, Jérôme, à la fin. En fait, est-ce que je me sens central européen et dans quel sens? Mais il y a plusieurs mesures, toutes discutables, mais il existe une dont moi je suis exemple. Je crois que j'appartiens à la dernière génération de Polonais qui racontent les blagues soviétiques, certainement. Et je crois que c'est très bien commencé. C'est même pas une blague, c'est une anecdote.
c'est une sagesse populaire qui a surgi après 1956, après notamment le référent de Khrouchtchev sur le stalinisme et soit appelé culte des personnalités. Et la boutade dit, en Russie, l'avenir est beaucoup plus facile à prévoir que le passé. Et bien sûr, on peut le traiter comme les petits commentaires sur la spécificité du régime stalinien et ces jeux idéologiques, ces réinventions perpétuelles et constantes et à chaque fois inébranlables de passé de parti bolchevique et l'Union soviétique. Mais je crois que cette sagesse populaire de peuple soviétique porte aussi quelque chose de l'universel. Et ma deuxième référence philosophique sera un peu plus sérieuse. Elle vient de Walter Benjamin et de son fameux image qu'il nous transmet dans par ailleurs, le texte qui ne peut pas être compris sans son contexte, dans le texte qui s'intitule, ou on l'intitule le concept de l'histoire, parce qu'il s'agit d'un manuscrit inédit et retrouvé et trafiqué par Hannah Arendt aux États-Unis, écrit en 1940, donc dans l'année de suicide de Walter Benjamin. Et Walter Benjamin nous dit que l'ange d'histoire a son regard tourné vers le passé et en fait vers le futur, il est porté uniquement par les vides que le futur produit. Il donc regarde vers le passé et ce passé lui échappe. Interprétation de cette image, interprétation de cette interprétation benjaminienne de Paul Klee et Paul Klee, devrais-je dire, il existe les canoniques, il existe les hétérodoxes, mais je crois que ici, elle est pertinente, ici en Europe centrale, elle est pertinente dans le contexte actuel dans un sens très précis. En 1915, en 2015, en Pologne, on avait les élections qui ont vraisemblablement changé les caractères durablement le caractère de système politique en Pologne, même si on a toujours mal de donner le nom à ces systèmes. Mais comment ça est arrivé? Il y a bien sûr il y a des difficultés. Il y a un politiste américain d'origine polonaise, Adam Przeworski, qui pendant des années a étudié les conditions objectives, donc socio-économiques, soi-disant les conditions diachroniques de maintien ou de la chute de système démocratique. Il décrit les systèmes démocratiques d'une manière très, très technique. Przeworski est assez positiviste. Il dit que c'est un système où il y a la libre concurrence politique qui permet à tous les acteurs de participer en sécurité dans le jeu pour les pouvoirs, et en cas de la perte de ce jeu, ils peuvent toujours continuer à jouer. C'est en gros ça. Et Przeworski s'est prononcé comme complètement incapable d'expliquer, parce qu'il a utilisé toutes ces données économiques, des inégalités, de croissance, de sécurité, de la richesse, et tout ça. Moi, je crois qu'en sciences sociales, bien sûr, c'est arbitraire de dire comme ça, et on peut ne pas être d'accord comme avec chaque catégorisation de tel genre. En sciences sociales, on a deux types d'explications. Les synchroniques, ceux qui sont justement essayent de se référer à des rapports de force, à des situations et dynamiques actuelles, et les explications diachroniques, que j'oserais dire généalogiques, où bien sûr établir les causalités est beaucoup plus difficile, comme si ce n'était pas difficile dans les premiers cas. Mais je crois que ce qui s'est passé en 2015
en tout cas, l'exemple de la Pologne est un assez fort argument, bien sûr, de ma perspective décisive. En février 2015, le président polonais de centre-droite, Bronisław Komorowski, qui n'était pas un spectaculaire président dans n'importe quelle mesure, avait dans les sondages les soutiens confortables de 70%. En mai, la même année, il a perdu d'abord le premier tour et ensuite le deuxième tour d'élection. Et le seul événement entre ces deux dates qui a bouleversé et radicalement changé les rapports de forces politiques et les événements qui ont en réalité contribué à la crise de légitimité très sérieuse de l'anti-régime polonais, comment il était forgé après 1989, était la question des réfugiés. C'était le début de la crise des réfugiés. Et crise des réfugiés s'est articulée en Pologne par une simple alternative entre ceux qui considèrent que la Pologne devrait, d'une manière hypocrite, pour plaire, pour répondre aux exigences symboliques et matérielles de ses voisins puissants ouest européens, que la Pologne devrait faire semblant de participer dans l'accueil de réfugiés, donc prendre quelques nombres symboliques, ou ceux qui, les partis d'opposition de droite, extrême droite et la droite encore plus extrême, ont posé la question dans les termes de zéro réfugié, c'est-à-dire zéro, aucun réfugié. C'était très important. Il s'est montré, et c'était confirmé par plusieurs sondages sociologiques simples, que l'acceptation de prendre les réfugiés était très très basse, en particulièrement basse parmi la jeune population. Ça, c'était assez fascinant. En gros, les gouvernements de centre-droite qui a accepté quelques milliers de réfugiés de Moyen-Orient, Afrique et Asie centrale, étaient condamnés à perdre. Et là, je crois que l'explication de ce fait, bien sûr, on dirait, ça c'est un cas évident de crise de solidarité humaine. C'est quelque chose de plus en réalité que la simple hypocrisie qui dit bien sûr, parce que soyons sincères, nous sommes comme ça, nous avons des idéaux humanitaires très hauts, mais quand ils exigent nos engagements, on essaye de le faire à plus bas prix possible, si du tout. Non, ça c'était une affirmation d'une formule de solidarité exclusive. Formule de solidarité qui dit justement, oui, il faut être solidaire, mais la condition, un peu à la schmittienne, de solidarité à l'intérieur du pays, c'est radicale exclusion de l'autrui. Je sais que ce phénomène, peut-être pas avec une telle coïncidence temporelle parfaite, mais a joué un rôle dans d'autres pays de ce qu'on appelle l'Europe centrale. Je crois que l'explication de ces phénomènes ne peut pas être que, ni même principalement dans l'ordre synchronique. Autrement dit, que je crois que les critiques de gauche qui disent très souvent que c'était une réaction à l'individualisme et manque de solidarité pendant la transition économique ou en fait adhésion de la Pologne au partage du travail globaliste mondial et tout ça, que c'était autrement dit le néolibéralisme avec sa cruauté et rejet des valeurs communautaires qui a emmené le Polonais en l'occurrence à de telles prises de position. Alors, même si cette explication m'aurait plu beaucoup au niveau idéologique, je crois qu'elle est tout simplement fausse. Bien sûr, on pourrait, je ne veux pas m'expliquer très lentement sur ça, mais je crois que là, l'explication est généalogique. Elle est dans le passé.
Et pour me référer encore une fois à Walter Benjamin, c'est très intéressant de comparer la situation polonaise et allemande, parce que nous sommes des pays voisins, et l'Allemagne à l'époque. Dans les contextes, bien sûr, aussi politiques compliqués, on peut questionner les motifs ou les tactiques appliquées d'un particulier acteur politique, mais il reste assez incontestable, je crois, dans le cadre d'un primitif comparatisme, que jamais un pays riche, développé et dominant n'a accepté aussi grand nombre, dans les termes absolus ou relatifs, de réfugiés de provenance lointaine et de sorts misérables. Je crois qu'on ne peut pas l'expliquer ni par aussi par particulière conjoncture contemporaine allemande. Je crois que l'Allemagne a réinventé son passé. C'était le travail qui a duré 40 ans. C'était le travail qui était violent. On peut même dire qu'il y avait les victimes de ce travail et qu'il y avait la guerre civile autour de ces questions. Mais réinventer le passé, ça veut dire ouvrir autre avenir. Tout simplement, ce n'était pas suicidaire pour Madame chancelière Merkel d'ouvrir les frontières pour quelque temps, même si cette même chancelière avait les positions très différentes sur issue de immigration et identité allemande au préalable. Je veux dire, quelque chose s'est passé parce que quelque chose s'est passé parce que c'était possible. C'est une certaine vision de l'histoire qui l'a rendu possible. Je dirais que la Pologne s'est retrouvée exactement à l'autre extrême. C'est-à-dire, vous savez que, comme la plupart des pays de ce qu'on appelle l'Europe centrale, la Pologne, jusqu'en 1918, mais en fait jusqu'en 1939, et là, peu importe comment on définit la Pologne géographiquement, était un endroit extrêmement mélangé. Il n'y avait pas le besoin de mondialisation, d'être immédiatement engagé avec l'autrui. La trajectoire historique qui est ouverte par la fin des Premières Guerres mondiales et qui est particulier dans chaque pays, mais ça semble comme une fatalité de notre partie du monde, comme l'a dit Philippe Théa dans son livre sur les États-nations. Ça, ce qui caractérise toute cette Europe, entre Thessaloniki au sud et Tallinn au nord, de pogroms de Pinsk jusqu'à Srebrenica, c'est la logique de la composition, de établissement de corps politiques nationalistes à travers l'exclusion, à travers le nettoyage ethnique, à travers parfois extermination. Bien sûr, on peut dire, oui, ça c'est très souvent réduit et ça c'est toute stratégie imaginaire, de mémoire, de renvoyer, d'exporter les problèmes, de les exporter. Certains historiens vedettes des États-Unis aident à cette stratégie d'exporter ces passés, de les extérioriser, de dire les Russes, les communistes et les nazis l'ont fait. Mais en réalité, quand on regarde l'histoire de l'Europe centrale, elle n'est pas du tout homogène. Ça, il faut bien sûr éviter quelque genre de racisme tourné contre les habitants de l'Europe centrale. Mais je crois que ça vaut la peine énormément de faire revenir cette histoire oubliée de tous ces gens, tous ces Polonais, tous ces Juifs, tous ces Hongrois, tous ces Tchèques, Slovaques et Roumains. Leur histoire n'était pas encore écrite, qui ont cherché autre modernité que le nationalisme exclusif en Europe avant la Première Guerre mondiale. Il y avait plusieurs, je peux vous les donner, plusieurs noms. Après la Deuxième Guerre mondiale, avec beaucoup moins d'espoir,
et qui ont disparu, été effacés de notre histoire. Ça, je parle d'eux, parce que bien sûr aussi, ce que je devrais dire tout d'abord, il faut tout d'abord penser aux victimes de ce processus de nation building qui avait cette logique néfaste presque toujours. Et peut-être, est-ce que j'ai encore une minute pour poser dernière ou pas? Non. Une. Non, et là, je voudrais juste dire un mot sur la mondialisation et solidarité. Et question, quelle solidarité? Nous avons choisi, mais ce n'est pas donné pour des bons, en Europe de l'Est, les modèles de solidarité au prix de l'exclusion. Cette pandémie, mais ces réchauffements du climat, le changement du climat, c'est finalement même les crises de capitalisme mondial exigent non seulement moralement, mais rationnellement, la construction d'autres types de solidarité, sérieusement, que celles fondées sur État-nation. Et je ne sais pas comment l'inventer, je ne sais pas comment les rendre efficaces, mais ça me semble être aussi ici en Europe centrale le premier défi. Merci. Merci Mira. Bah, voilà, on a déjà une piste. Je vais te donner la parole maintenant à Sacha Oulova pour vraiment 15 minutes maximum si possible. Sacha, vous avez la parole. Ok, moi je vais parler 5 minutes, je ne vais pas parler 15 minutes. Je veux bien réagir. Donc, Michał, ça se prononce Michał Kozłowski. Ah ouais. En fait, quand j'ai vu donc le thème, ça m'a fait beaucoup réfléchir parce que c'est un thème qui m'intéresse beaucoup. Je me pose depuis longtemps la question, pourquoi est-ce que les Tchèques sont tellement si peu solidaires? Et il faut dire que moi, je pense qu'aucun fait social, on ne peut expliquer par une seule explication. C'est toujours très compliqué, c'est toujours les raisons même les raisons pour lesquelles on fait des choses dans la vie sont très... pratiquement jamais une seule raison pourquoi je me décide de faire quelque chose. Et quand j'explique des faits sociaux, c'est toujours aussi plusieurs choses qui se mettent ensemble et qui donc ont après l'influence sur ce qui se passe. Ce qui me dérange un petit peu, que je ne connais pas bien la société polonaise ou hongroise, ou pas si bien pour que je puisse bien comparer. Je peux un peu comparer avec la Slovaquie, où ça ressemble beaucoup à la République tchèque. Mais je suis persuadée que la manière dont on a traité pendant 30 ans chez nous le mot solidarité dans un discours officiel, comment on en a parlé dans la politique, comment on a parlé des syndicats, par exemple, et en fait tout ce qui est lié à la gauche, et le mot solidarité, il est très, très lié à la gauche. Alors, c'est quelque chose qui a dû influencer la manière dont les gens ils le sentent. Moi, je suis journaliste et en fait, mes thèmes, c'est des thèmes sociaux, beaucoup le thème de travail. Et j'ai travaillé il y a 3 ans, je pense, 4 ans. J'ai travaillé pendant 6 mois dans des usines avec des gens qui gagnent vraiment le salaire minimal. Et après, j'ai fait des reportages dessus. Ils existent, en fait, ils sont traduits en polonais et quelques-uns, même 2, je pense, en anglais. Et en fait, ce que j'ai observé, c'est que la haine ou la peur des réfugiés ou des étrangers, c'est pas très profond. C'est quelque chose qui, à mon avis, est au niveau plutôt d'un discours. Et par exemple, parce qu'il y avait des étrangers qui travaillaient avec nous aussi. Même, par exemple, il y avait quelqu'un qui est venu de Syrie et qui était bien typé de Syrie. Et j'aurais cru, avant que s'il y a quelque chose comme ça arrive dans une usine, que les gens ils vont avoir peur ou ils vont montrer qu'ils n'aiment pas cette personne. J'ai aussi pensé que je vais rencontrer beaucoup plus de racisme anti-tzigane, parce que moi j'ai étudié à la fac la langue et la civilisation rome.
Donc, c'est un thème qui m'intéresse depuis 20 ans. Et je suis confrontée souvent à un racisme anti-tzigane ou anti-rome. Mais il faut dire que, par exemple, là, c'était des gens qui, donc, ils n'ont eu pas d'éducation, ils n'ont pas de bac. Et souvent, ils savaient à peine bien lire dans le sens de comprendre ce qu'ils lisent. Mais ils n'étaient pas vraiment racistes et ils n'avaient pas vraiment peur des réfugiés. Bien sûr, quand le thème il est élevé, par exemple, à la radio, quelqu'un a commencé à en parler. Alors là, ils ont répété les propos qu'ils ont entendus ou qui ont été répandus dans la société tchèque. Mais quand ils ont eu en face d'eux quelqu'un qui donc venait d'un autre pays, ou même quand on a discuté de ce thème d'une manière, disons, pas, c'était pas provoqué par un article ou par exemple ce qu'on a entendu dans la radio, ils ont été, moi j'ai trouvé qu'ils ont été tolérants et même prêts à être solidaires. Donc ça, par exemple, mon expérience, elle me mène à penser que c'est pas tellement profond qu'on a l'impression. Bien sûr, ça peut très rapidement devenir très répandu quand les gens ils se mobilisent dans la rue, ils crient des propos racistes. Alors après, il y a en fait, on sent que à ce moment-là, ils le sentent vraiment. Mais j'étais vraiment choquée comment peu c'est présent et que même les gens ils sont prêts à être solidaires. Et en fait, ça s'est montré souvent après quand on regarde disons des thèmes moins nationaux. On ne regarde pas les manifestations contre les immigrants ou contre la politique du gouvernement, mais on regarde par exemple ce que font les gens dans des villages. Et par exemple, il y a même des réfugiés qui habitent quelque part et les gens ils sont prêts à les aider. Il y a une famille rome qui s'est fait incendier la maison, les gens ils sont prêts à l'aider. Je trouve que finalement, la solidarité, elle est là, mais elle n'est pas bien menée par ni les élites, ni les hommes politiques. Il n'y a personne, par exemple, tous les populistes tchèques, et non pas seulement les populistes, mais pratiquement tous les partis politiques tchèques ont un discours ou raciste ou implicitement raciste, et un discours qui est non solidaire, et un discours en fait, tous les politiciens sont là pour nous dire n'ayez pas peur, nous, on ne va pas inviter les réfugiés, n'ayez pas peur, nous, on va tout faire pour que les tziganes, bon, ils ne disent pas bien sûr ces mots, mais ils montraient bien qu'ils n'aient pas de l'argent de l'État, on va baisser les allocations sociales. Et en fait, il n'y a pas un seul politicien tchèque qui viendrait et qui dirait oui, s'il y aura des réfugiés, alors on y arrivera. La politique sociale, on ne peut pas la faire seulement avec des restrictions. Donc, en fait, tous ces thèmes de haine, de non-solidarité sont très, disons, modelés par les politiciens, aussi par les journalistes. Bon, pas peut-être par tout le monde, mais il y a vraiment un discours de la, disons, j'aime pas le mot élite, mais les élites tchèques, je peux pas dire un seul bon mot. Et pour ce qui est de la population, du peuple, c'est pas si horrible comme on a souvent l'intention de présenter. Donc là, je vois un travail sur la manière dont donc, les politiciens, les intellectuels et tout ce monde-là, en fait, communiquent ce thème, parce que je pense que moi, je trouve que la solidarité, elle est là, mais en fait, on a même peut-être peur de la montrer parce que c'est quelque chose qui ne se fait pas. Donc ça, c'est mon point de vue. Et j'ai parlé 5 minutes, non? Même pas? Merci beaucoup, Sacha. Vous auriez vraiment plus de temps pour
pour exprimer ce point de vue, ou bien on y reviendra dans la discussion? Nous, j'ai déjà assez parlé, on peut après dans la discussion. Bon, vous êtes trop modeste. Beaucoup de choses ont déjà été dites, et le constat qu'on peut faire peut-être de ce qui a été dit par les trois intervenants, c'est assez pessimiste quand même, puisque à la fois la mémoire européenne est introuvable comme, disons, support sur lesquels fonder une politique pour aujourd'hui. Les réalités des mécanismes et des formes de solidarité ont l'air d'être finalement assez secondaires, ou en tout cas les partis politiques en République tchèque ne les exploitent pas, ne s'appuient pas sur eux. On a sentiment comme ça d'une absence de solution aux problèmes que l'on évoquait tout à l'heure. On va tout de suite ouvrir un débat, et je voudrais profiter de la présence de l'ambassadeur qui, lui, comme diplomate, comme représentant d'un des États-nations dont il a été question tout à l'heure, comment peut-il réagir? Quelle proposition faire? Qu'est-ce que les États, en fait, peuvent actionner, peuvent activer comme outil aussi pour répondre à ces grands défis? Monsieur l'ambassadeur, je vous propose de prendre la parole pour amorcer ce débat, en vous remerciant et en remettant mon masque. Merci, merci Jérôme, et merci vraiment beaucoup à nos trois intervenants. J'ai pris plein de notes, donc j'ai trouvé que c'était un bon démarrage. Évidemment, je vais me sentir très en décalage et pas du tout intellectuel par rapport à ce que vous avez dit. Et donc, vous allez peut-être me trouver trop diplomate ou très caricatural dans mon approche. Je dirais que moi, je voudrais repartir du thème qui était proposé sur l'Europe centrale face au risque, sur la réinvention de la solidarité. Et j'ai dit tout à l'heure que je voulais peut-être être un peu provocateur parce que, autant avec le Covid, on voit cette solidarité, et puis on peut voir aussi les risques de la non-solidarité. On a toujours les tentations de et si moi j'achetais mon vaccin chez les autres, et si moi je ne prenais pas les patients des autres, et si moi je fermais mes frontières d'abord. Mais on a aussi des élans de solidarité très forts qui montrent qu'on a bien fait d'acheter les vaccins ensemble, on a bien fait de se coordonner pour régler les mouvements transfrontaliers, les mouvements aux frontières extérieures. Mais si j'ose dire, la question de la solidarité en Europe centrale, avec les sujets d'actualité européens, elle ne se pose pas seulement avec le Covid, elle s'est aussi posée sur la question de la crise migratoire en 2015. Et là, je dirais, peut-être d'un point de vue français, là, on n'a pas vu de solidarité et on n'a pas vu de proximité. Et je dirais que le plus frappant, quand on regarde l'histoire ou l'évolution de l'Europe aujourd'hui, ou en tout cas du projet européen, quand on reprend les traités, on commençait par une solidarité sans cesse plus étroite entre les peuples, on commençait par des solidarités de fait, et aujourd'hui, je dirais qu'on ne peut pas avoir cette proximité s'il n'y a pas cette solidarité. On voit bien que l'Europe n'avance qu'avec les crises, elle n'arrive à faire des sauts d'intégration qu'avec les crises successives, et en même temps, à chaque fois, on franchit une étape de solidarité. Et c'est ce qui fait que quand on arrive à franchir cette étape de solidarité, les manifestations de non-solidarité sont de moins en moins compréhensibles. Ça ne veut pas dire que c'est irrémédiable, mais je dirais que pour moi, le débat aujourd'hui, ce qui fait que c'est intéressant sur la notion de solidarité, c'est qu'on est allé de plus en plus loin dans notre capacité à sauver le projet européen face aux crises. Et quand on a trouvé la réponse, par exemple le plan de relance, la première capacité d'endettement européen, plan de solidarité, on a vu certains États membres dire « moi je veux bien de l'argent, mais je ne veux pas de conditionnalité liée à l'état de droit ou aux valeurs ». Et je dirais que pour la majorité des États membres, c'est une question qui n'était, en tout cas c'est un défaut de solidarité qui n'était pas compréhensible alors qu'on venait de faire un saut dans ce sujet de solidarité. Et donc moi je voudrais ouvrir le débat, je dirais ce soir, pour réagir à ce qui a été dit, pour dire que
non seulement, moi j'ai la conviction que la solidarité est aujourd'hui essentielle entre Européens, mais qu'il faut pousser nos partenaires d'Europe centrale à mesurer que ces enjeux de solidarité sont beaucoup plus importants aujourd'hui pour une Europe qui est confrontée à beaucoup de crises et beaucoup de crises qui la dépassent et dans lesquelles seul l'échelon européen est pertinent. J'ai beaucoup aimé ce qu'a rappelé tout à l'heure Thomas Serrier sur le lien ou l'articulation entre une part réservée, une part subsidiaire et une part partagée. Et c'est vrai que dans la construction européenne, on est toujours entre la part nationale et la part où on a fait le saut pour aller vers l'Europe. C'est ce que Luc Van Middelaar appelle le passage à l'Europe, qui se fait à la table du Conseil, mais on est de plus en plus dans cette tension entre ce qui reste de notre part nationale et ce moment où on a besoin de faire ce passage à l'Europe. Et moi, ce que je voudrais vraiment, ce sur quoi je voudrais insister, c'est que aujourd'hui, le défi climatique, le défi de la souveraineté numérique, le défi des espaces qui sont de plus en plus contestés, où on ne veut pas que les Européens aillent, le cyberespace ou même des espaces maritimes dans notre voisinage, ce sont des lieux sur lesquels nous devons nous affirmer en tant qu'Européens, avec une proximité entre nous, pour dire que nous avons un modèle européen, une voix européenne à exprimer et de façon solidaire dans un monde qui est plus brutal, un monde qui n'a pas nos règles, un monde où, comme le rappelait effectivement Paul Valéry, l'Europe, c'est la péninsule de l'Asie, et où on sera de plus en plus la petite péninsule de l'Asie. Et je dirais qu'aujourd'hui, on a une Europe à l'heure des choix. Et la vraie question qui est posée pour moi à travers le sujet de la solidarité et du projet européen, c'est la question, est-ce que l'Europe est aujourd'hui capable de faire ses choix pour elle-même, de façon autonome? C'est ce qu'on nous caricature, nous Français, en disant c'est votre autonomie stratégique. Mais l'autonomie stratégique, c'est une Europe qui fait ses choix pour elle. Et donc, si c'est des choix de proximité, c'est des choix de solidarité dans un monde qui est plus brutal et plus hostile. Et donc, moi, la question que je voudrais poser à des pays d'Europe centrale aujourd'hui, où je suis ambassadeur depuis 3 mois en République tchèque, c'est nous avons besoin de solidarité, nous avons besoin de cette Europe parce que nous avons des défis plus grands que nous et que cet échelon de solidarité-là, c'est le bon échelon pour y répondre et qu'on est à l'heure des choix et que ces choix, c'est plutôt, je dirais, à notre identité européenne de les faire plutôt que de se les faire imposer de l'extérieur. Je m'arrêterai là, mais c'est un peu ce que je voudrais lancer dans ce débat ce soir. Merci, monsieur l'ambassadeur. Mais il y a quand même une question qui se pose, c'est ce que vous dites, et on a envie aussi de le rendre plus concret à la lumière de la pandémie actuelle. Et en l'occurrence, est-ce que cette crise, qui est quand même une crise qui ne ressemble à aucune autre, est véritablement un moment majeur pour être cette fameuse crise, ce fameux bain de jouvence? Par exemple, certains intellectuels, économistes, connaisseurs de l'Europe ont proposé qu'on profite de cette crise pour mettre fin au consensus de Maastricht, par exemple, qu'on dépasse un système de décision qui donne à l'Eurogroupe, qui donne donc à ces structures une importance majeure dans le fonctionnement quotidien de l'Europe. Est-ce que c'est le moment pour cela? Et c'est une question aussi qui s'adresse aux panélistes. Est-ce que la crise que l'on connaît aujourd'hui, celle qui concerne la pandémie, avec toutes ses ramifications économiques, politiques, sociales, sécuritaires, psychologiques et pas seulement sanitaires, est-ce que pour vous, cette crise est un moment particulier pour effectivement repenser cette solidarité à l'échelle de l'Europe? Est-ce que c'est une crise comme une autre, au fond? C'est une autre manière de poser la question. Alors, je ne sais pas qui veut prendre la parole, sachant que, alors avant peut-être de vous la donner, il est évident que tous les participants inscrits sur Zoom peuvent demander à prendre la parole oralement, peuvent aussi envoyer une question, faire un commentaire sur le chat, soit en français, soit en tchèque. Et c'est le cas aussi pour ceux qui suivent la conférence sur Facebook. Ils peuvent laisser un message, de préférence en français, en commentaire sur Facebook, et ces messages vont m'être remis. Voilà. Alors, moi, j'aimerais bien réagir, oui. je peux? Bien sûr, Sacha.
J'aimerais bien réagir, monsieur l'ambassadeur. J'essaie d'expliquer pourquoi les Tchèques ne se sentent pas vraiment membres de l'Union européenne et pourquoi donc ils ne sont pas solidaires avec l'Union européenne, ils ne veulent pas être solidaires. D'abord, je pense que ce qui est très important, c'est que nous, on n'a pas de frontières extérieures, donc on est bien protégé par l'Union européenne, même si on ne serait pas membre de l'Union européenne, on serait toujours protégé par l'Union européenne. Et je pense que c'est quelque chose qui nous donne la possibilité de parler, de vouloir partir de l'Union européenne, parce que de toute façon, même si on part, il y aura toujours les pays autour de nous. Par exemple, les Slovaques, c'est intéressant, ils en parlent beaucoup moins que les Tchèques, parce qu'ils se rendent mieux que c'est quand même bien d'être membre de l'Union européenne que les Tchèques, parce que les Tchèques, en fait, peut-être qu'ils s'imaginent qu'ils seraient comme Suisse, ou je ne sais pas, mais ils s'imaginent de toute façon de plus en plus, ou très souvent, ça dépend s'il y a des vagues, qu'ils aimeraient bien quitter ce projet. Et après, bon, il y a beaucoup de raisons. Il y a aussi, bien sûr, la représentation politique. Ça, je ne veux pas me répéter, mais eux, ils ont longtemps parlé très mal de l'Union européenne. Donc, dans nos discours officiels, c'est quelque chose qui était représenté très, très mal. Et puis, il y a la dernière chose, c'est que, bon, il y a bien sûr beaucoup plus de raisons. Moi, je vais dire la troisième et j'ai fini. C'est que, bon, les Tchèques, ils ne voyagent pas beaucoup, mais ils ont tous très proche une frontière. Donc, on est quand même bien au courant qu'en Autriche et en Allemagne, les gens, ils ont des salaires bien plus élevés que nous. Et qu'en même temps, les Tchèques, ils sont très bien au courant que la nourriture, quand ils s'achètent dans des magasins, en fait, c'est pratiquement le même prix qu'en République tchèque et souvent de meilleure qualité. Et il y a beaucoup de Tchèques qui vivent très mal, qui sont endettés. En fait, ça touche plus que 2 millions de personnes, parce que ça touche aussi des membres de famille. Donc, on est 10 millions. Vous imaginez un quart de la population qui ont des problèmes sociaux, mais vraiment très, très, très graves. Ça veut dire, le surendettement, ça veut dire que vous recevez tellement peu que vous ne pouvez vraiment pas vivre avec. Donc, il faut que vous travaillez au noir. Vous vous retrouvez hors de l'économique légale. À part ça, il y a pas mal de gens qui ne sont pas surendettés, qui travaillent, mais avec un travail qui fait tous les salaires qui sont moins que le médian, c'est très difficile de nourrir sa famille, de payer un loyer. C'est vraiment très difficilement imaginable pour les gens qui gagnent beaucoup. Mais je me pose souvent la question comment je le fais moi-même, comment je fais vivre. Bon, je peux me répondre, c'est ma mère qui m'aide, j'ai des amis pour les habits pour mes enfants, il y a toujours quelqu'un qui m'aide, mais je ne pourrais pas vivre sans cette solidarité-là. Et je me pose la question, comment vivent les gens qui gagnent encore moins que moi? Et dans notre imagination, à l'Occident, les gens ils vivent beaucoup mieux. Je sais qu'il y a aussi des graves problèmes sociaux. Je n'ose même pas dire s'ils sont moins répandus ou pas, mais au minimum, on sait que les Allemands, ils gagnent, la vendeuse allemande, elle gagne 3 fois plus que la vendeuse tchèque. Elle paye la même chose pour acheter la nourriture dans le magasin où elle travaille. Donc, même, au moins à ce niveau-là, on voit les gens qui vivent beaucoup mieux. Et en fait, qu'après, on vient chez nous, la France, l'Allemagne, et on nous dit il faut avoir de la solidarité européenne. Moi, je le comprends parce que je ne suis pas intellectuelle, mais je viens d'une famille intellectuelle, donc je peux le comprendre. Mais même moi, j'ai du mal. Même moi, quand je l'entends ces mots-là, je me dis, mais et vous étiez solidaire avec nous, vous avez fait attention aux lois qui ont mené au surendettement de tellement de gens, au fait que le salaire minimal, il n'a pas augmenté pendant des années, il était tellement bas, il y a 4 ans, que c'était ridicule. Quand j'en ai parlé avec des gens qui, disons, vivent une autre vie dans un autre étage social. Et je leur disais, mais il y a des gens qui gagnent 8 000 couronnes par mois. Ben, ils ne voulaient pas me croire. Mais ces gens-là, ils sont là. Et ces gens-là, je pense qu'ils sont capables de la solidarité, mais quand ils entendent
la solidarité au niveau européen, alors ils s'imaginent tout de suite donc l'Allemagne riche et l'Occident qui n'a pas fait attention à nos problèmes. Ok, alors je me mute. Merci Sacha. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Thomas, Mira, monsieur l'ambassadeur, peut-être. Et parmi le public, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Si moi je pourrais. Oui, Mira. Non, mais je crois que c'est que il y a deux problèmes, bien sûr. Un problème, c'est que Sacha a décrit, c'est-à-dire les très grandes inégalités économiques à l'intérieur de l'Union qui ne sont pas uniquement des classes, qui ne sont pas uniquement des races, mais ils sont aussi entre les États, ils sont aussi géographiques. Bien sûr, cette logique assume en quelque sorte, qui est par ailleurs qui fait partie implicite des discours populistes anti-européens, que bien sûr la dissolution de l'Union européenne aurait automatiquement augmenté les salaires tchèques au niveau allemand ou aurait fait baisser donc il y a toujours cette contradiction par rapport à l'exigence et aspiration, mais je crois que en réalité, c'est un très sérieux problème, mais à la fois, parfois, ce n'est pas un problème. Ce que je veux dire, que les différences économiques, y compris des salaires, entre les États des États-Unis, disons entre Alabama ou Arkansas, Connecticut, Maine, sont en fait comparables, un peu moins grandes, mais comparables que ceci entre les États européens. Bien sûr qu'on est au bord de la guerre civile aux États-Unis, donc peut-être ce n'est pas un très bon exemple, mais il n'est jamais exprimé par les questionnements de légitimité de l'État américain. Bien au contraire, il s'exprime par l'exigence de retour à caractère homogène fort de l'État, même si c'est aussi plein de contradictions. Mais moi, je crois qu'on a les fondamentaux problèmes pas dans le sens de l'accusation, parce que l'Union européenne est un projet, en fait, historiquement très bizarre. Et en quelque sorte, parce qu'en quelque manière, l'Union européenne agit comme un empire. C'est-à-dire, c'est un système qui était pendant très longtemps dans les processus d'expansion, mais cette expansion n'était pas militaire, elle était transactionnelle, et comme autre côté des transactions, était plutôt donner les droits que montrer la solidarité. Pour moi, toujours, l'idée de free movement, le libre mouvement, est un acquis, je veux dire, civilisationnel, universel en quelque sorte, c'est-à-dire d'étendre dans l'ère de l'État-nation le statut de gens de pays différents, y compris les pays très pauvres, et leur donner les droits à l'intérieur de toute communauté. Mais c'est vrai que ce n'est pas la même chose que solidarité. Mais à la fois, bien sûr, on risque un autre risque avec l'Europe, parce que certains, même s'ils n'osent pas le dire, ils oseraient l'Europe impériale tout court. Alors une telle Europe qui saurait s'imposer comme souveraine. Mais à mon avis, justement, la plus grande vertu de l'Europe, mais aussi de sa faiblesse, est que son institution manque tellement de légitimité. Moi, je crois que c'est bien, en quelque sorte, qu'il n'y a pas... L'Europe ne fait pas semblant d'être le Saint Empire universel, qu'il prend cette posture technocratique, mais bien sûr, ça lui met dans très difficile position, sans parler de toutes les bêtises et fautes et les lobbying et toutes ces choses qui, bien sûr, sont fautes des institutions européennes, mais à vrai dire, ni plus ni moins que ça se passe avec les États-nations.
pourrais aussi dire un petit mot? Absolument, Thomas Serrier. Oui, oui, volontiers. Oui, moi j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt les interventions de Michał, Sacha et de l'ambassadeur tout à l'heure. J'étais surpris, plutôt pas surpris, mais je voulais en profiter pour souligner l'importance du rapport des Européens à l'autre et au monde dans les propres divisions internes des Européens. Ça m'a frappé que la discussion vienne rapidement à l'année 2015 et à la crise des réfugiés, illustrer le manque de solidarité entre les Européens. Et ça, finalement, au-delà de 2015, dans notre perspective pluriséculaire, d'une certaine manière, on a bien vu que c'est souvent le rapport aux grands voisins qui fonctionne comme une matrice soit de solidarité, soit au contraire d'éparpillement, chacun choisissant son intérêt propre. Il y a le tropisme atlantique dont je n'ai pas besoin de donner des exemples récents, mais par rapport à la Russie, par rapport à la Turquie, au cours de l'histoire, on voit bien qu'il suffit de penser à la France de François Ier et au Saint-Empire. Il y a un jeu de différenciation européenne, si vous voulez, qui est de très très longue durée par rapport à des enjeux extérieurs. Donc, de ce point de vue-là, rien de nouveau sous le soleil avec les crises de l'an 2015, notamment la crise des réfugiés. Et à la limite, moi, ce qui me frappe, peut-être, je voudrais apporter simplement, faire un petit développement très court sur la question de Jérôme Heurtaud, sur cette crise très particulière de la pandémie. Il me semble, un des maîtres mots de notre travail collectif dans Europa et dans mon travail personnel de chercheur en histoire, c'est la question des récits, des grands récits, de la narrativité. Et ce qu'on voit s'articuler autour des crises précédentes, la crise de l'euro en était un exemple presque caricatural, la crise financière aussi, la crise aussi des réfugiés de 2015, c'est qu'il y a une distribution des rôles et des regards, un retour des stéréotypes. Il y a l'Europe des pigs, il y a les frugaux, il y a l'Allemagne qui domine, qui est orthodoxe. Donc en gros, les Européens, d'une certaine manière, ça fait ressurgir le côté insupportable finalement des uns et des autres. Hein. Ce à quoi on cherche justement à trouver des réponses et à atténuer par les mécanismes de coopération intergouvernementale et puis les autres instances européennes au sein de l'Union européenne. Il me semble que de ce point de vue de la narrativité, hein, donc pour avoir une approche un petit peu intellectuelle, la crise dans laquelle on est, de la pandémie, elle a ceci de nouveau, qu'elle n'aboutit pas à ce retour réflexe et schématique des rôles. Il suffit de voir la première et la deuxième vague. La première vague, on avait de façon embryonnaire à nouveau la fermeture des frontières, l'égoïsme de certains pays qui avaient déjà certains masques et puis, ou certains produits et qui ne les ont pas tout de suite mis à disposition des autres. Donc on aurait pu partir sur ce type de récit. On aurait aussi pu partir, et on l'a fait tout le printemps, sur l'Allemagne qui s'en sort mieux que les autres pays. Grosse obsession de tous les autres pays, à l'exception des Allemands, c'est évidemment le modèle allemand. Je n'ai pas besoin d'élaborer sur le complexe allemand en France, mais c'est un complexe largement partagé, je crois, par beaucoup de voisins européens. Et là, on se trouve dans la deuxième vague où l'Allemagne fait face à une vague beaucoup plus difficile, beaucoup plus dure. Donc, il me semble qu'il y a une solidarité là, parce que les expériences sont communes et d'une certaine manière, ce virus, alors il suffit, on ne va pas faire du tropisme primaire et dire que c'est un virus qui vient d'ailleurs et qui vient de Chine, mais en tout cas, il met à plat, si vous voulez, et il n'y a pas une faute, si vous voulez,
ou une responsabilité d'Européens par rapport à d'autres Européens. Et donc, voilà, de ce point de vue-là, je trouve que la crise est quand même très, très différente parce qu'elle ne peut pas s'appuyer, ce qui était un petit peu le fil rouge de notre travail collectif sur les mémoires européennes, c'est de voir que peu importe les avatars, et peu importe les actualités, on réactualise finalement une espèce de distribution des rôles. Et ça, effectivement, ça me semble pour l'instant encore impossible. Mais l'histoire est en cours, donc ce n'est pas un point final. Cela étant, si lors de cette deuxième vague, les Européens semblent avoir réussi à actionner des mécanismes de solidarité et éviter que les pays, justement, entrent en compétition pour l'obtention de tel ou tel vaccin. En revanche, ce qui se multiplie récemment, ce sont des critiques de la part des zones en dehors de l'Europe qui considèrent que les Européens, justement, mais plus largement les États occidentaux développés, très développés même, eh bien, ont cherché à accaparer finalement l'offre de vaccins à l'échelle mondiale. Donc, ça crée aussi des mécanismes comme ça d'absence de solidarité vis-à-vis d'autres espaces qui, en retour, jouent aussi sur l'image que se donne l'Europe à l'extérieur comme étant précisément un espace intégré, un espace solidaire. Alors, je crois qu'il y a une question qui a été posée par un participant, à moins que vous vouliez peut-être reprendre la parole. Thomas Gaidarus, donc, qui lui nous pose une question par Zoom et qui voudrait savoir ce que les intervenants considèrent comme étant des forces allant à l'encontre de la solidarité et qui, selon lui, sont le propre d'une majorité de personnes. Peut-être qu'on peut partir de là. Est-ce que vous avez le sentiment qu'au sein de chaque société qui forme l'Union européenne, il y a une majorité de citoyens de ces sociétés qui sont, par définition, hostiles à des mécanismes de solidarité? Je crois que ce n'est pas du tout ce que voulait dire tout à l'heure Sacha, justement, et qu'elle montrait qu'il y avait dans la société civile, au niveau des villages, justement des formes informelles et parfois invisibles de solidarité. On a vu ça aussi en France, où on avait d'un côté des règles extrêmement dures qui pénalisaient ceux qui aidaient les réfugiés, par exemple, et puis dans les villages, près des montagnes, dans les contreforts des Alpes, des mécanismes, enfin des initiatives solidaires extraordinaires de la part de beaucoup de gens qui mettaient en commun des vêtements pour les enfants, de la nourriture, etc. Quel est votre sentiment? Est-ce que d'abord la question est bien posée et puis est-ce qu'on peut imaginer quand même qu'il y ait une majorité d'Européens qui s'entendent sur des formes de solidarité, sur la nécessité de celle-ci pour répondre donc aux défis d'aujourd'hui? Est-ce que vous souhaitez à nouveau prendre la parole ou répondre à cette question de Thomas? Peut-être éventuellement. Je peux reprendre la parole, je viens de la voir, mais si peut-être pour rebondir sur cette question. Tout à l'heure, j'étais très sensible à ce qu'a dit Sacha Oulova sur le fait qu'effectivement, son expérience de toujours trouver des gens solidaires, en fait, qui ont cet idéal de solidarité, qui la pratiquent même. Moi, ce qui me frappe depuis plusieurs années, qu'on parle justement du retour des populismes de façon un peu, comment dire, un peu générale en Europe centrale, c'est de lire aussi à chaque fois dans les commentaires un peu plus fouillés, un peu plus approfondis, qu'en fait, il y a une très large partie de la société civile qui manifeste contre ça ou qui se désole de cet état de fait. Donc, moi, j'ai vraiment l'impression qu'il faut poser la question des solidarités en faisant jouer un jeu d'échelle. Et il y a une logique, pour ne pas perdre trop de temps, je vais faire un énoncé très, très schématique, mais j'ai l'impression qu'il y a une logique de l'égoïsme national qui s'exprime toujours au niveau des États et des États-nations, puisque structurellement, en fait, il faut montrer, les dirigeants doivent montrer qu'ils ont fait le meilleur pour leur population.
Et donc, ça induit cette concurrence, ça induit cette comparaison, peut-être pas concurrence, mais au moins comparaison. Et la comparaison doit être positive. Alors qu'au niveau des villes, au niveau local, et pas simplement au niveau local, mais un niveau interurbain qui peut être aussi un réseau, qui peut aussi être un réseau européen, on peut avoir des solidarités. Moi, je me souviens Michał confirmera peut-être, mais d'initiatives justement d'accueil des réfugiés, ou d'ouverture, en tout cas de montrer les portes ouvertes, prises par les maires des grandes villes, les grandes villes polonaises. Il me semble que c'était quelque chose qui s'est observé aussi dans d'autres États d'Europe centrale. Et donc, voilà, il me semble que décaler le regard et ne pas être fixé finalement toujours sur ces prises de position officielles nationales, déjà, ça permet un petit peu peut-être de retrouver un peu d'optimisme après ce discours quand même plutôt pessimiste de toute cette soirée. Alors, on a reçu un commentaire de quelqu'un qui a assisté au débat, qui est pas très optimiste, mais je vais quand même le lire. Pour pouvoir dépasser cette crise comme celle d'auparavant, il faut commencer par pouvoir se sentir européen. Ceci est primordial. Je viens d'Athènes, en Grèce, et je sais que la plupart des jeunes gens ne sont pas intéressés par l'Union européenne et l'avenir commun de notre Union parce qu'ils pensent qu'on est très loin de Bruxelles, qui pour eux est le centre du pouvoir européen. Alors, notre position géographique, mais aussi notre mentalité, alors on n'explique pas en quoi la mentalité grecque ne permet pas de se sentir européen, laisse beaucoup de Grecs penser, selon lui, qu'on n'y appartient pas à l'Europe parce que pour eux, l'Europe, c'est l'Europe occidentale. La France, l'Allemagne, la Belgique, et ils ne mentionnent pas la République tchèque ni la Pologne. Alors, si quelqu'un veut prendre la parole pour terminer sur une note plus positive, je la lui donne bien volontiers. Ça peut être l'un de vous trois, monsieur l'ambassadeur. Si je pourrais dire une chose très courte par rapport à cette dernière question, mais aussi une question que Thomas Serrier a soulevée. C'est-à-dire, il y a... Tout d'abord, je ne crois pas qu'on peut avoir, même si c'est souhaitable, d'avoir la société fondée sur solidarité. La société aurait été mieux fondée sur la justice et les bons principes. Donc, solidarité probablement est une mesure, en gros, de capacité de montrer la solidarité à un moment de nécessité est plutôt un symptôme qu'un principe de gouvernement, je voudrais dire ça. Donc, on devrait vraiment les penser dans ces termes. Et deuxième, c'est que Thomas a mentionné les caractère intrinsèquement égoïste des États-nations. Et c'est vrai que ça, c'est leur fonctionnement. Il semble inéluctable, mais à la fois, je voudrais souligner à quel point, pas seulement nous, les Européens de l'Est, les Européens centrales, nous sommes toujours enfermés dans une logique nationaliste, même ceux qui se croient de gauche, même ceux qui se croient libéraux, que cet événement, ce triomphe de nationalisme en Europe centrale, une fois complètement mélangé et impérial, et après presque exemplaire État-nation, est en fait symptôme de quelque chose de plus large. On peut imaginer aujourd'hui dans les élections qu'on choisit une femme, comme elle dit, un musulman, même en France. Je crois que c'est pensable. Je crois que c'est pensable qu'on choisit en trans. Je crois que c'est toujours impossible, impensable de lire un candidat, par exemple, pour le président de la République, qui dirait « Moi, je ne suis pas patriote ». Patriotisme, le sens d'appartenance à cette communauté qui n'est jamais très bien définie et condition de possibilité de légitimité dans les jeux politiques. Et vous savez très bien qu'au XVIIe ou XVIIIe siècle, ce n'était pas comme ça et qu'il n'y a aucune garantie que le président patriote sera meilleur président que le président non patriote. Oui.
Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Les États-nations ont tout de même été fortement critiqués ce soir, comme si ces institutions étaient finalement n'étaient pas les bons vecteurs ou les bonnes unités pour pouvoir promouvoir de la solidarité au sein de l'Europe. Il faut quand même aussi rappeler à quel point justement ces États-nations se sont construits sur des mécanismes de redistribution, des mécanismes de solidarité interne, que le principe même de la fiscalité sur lequel reposent nos États induit de la solidarité, avec évidemment des possibilités de jouer sur les marges. Peut-être un représentant d'un État-nation pourrait terminer ce débat. Monsieur l'ambassadeur, si vous souhaitez dire un mot. C'est pas parce, enfin, je ne pensais pas intervenir autant. Moi, j'étais passionné par l'échange qu'il y a eu, mais peut-être que je voudrais juste répondre aux deux questions, ou en tout cas juste apporter ma contribution aux deux questions de nos participants sur quelles sont les forces qui sont hostiles à la solidarité. Et je crois qu'un des éléments auxquels précisément l'Europe doit faire attention et les États-nations ou les États doivent faire attention, c'est lorsque sa population, et ça rejoindra peut-être ce qu'a vécu aussi Sacha, c'est lorsque les citoyens ont le sentiment qu'ils ne sont plus partie prenante du projet national, que leurs conditions de vie, que leur niveau social, que leur mode de vie ne leur permet plus d'appartenir à la communauté nationale. À ce moment-là, je dirais oui, c'est peut-être là qu'on a à la fois les plus forts réflexes de solidarité et puis quelquefois des formes de désespoir qui font qu'on peut avoir des forces hostiles à la solidarité. Pour moi, c'est un des enjeux sur lesquels l'Union européenne doit particulièrement faire attention, c'est ne pas avoir ou ne pas laisser de déclasser ou le sentiment que l'Europe, ce n'est que pour certains, ça n'est pas pour tous. Et c'est peut-être ça, je dirais, ce que j'identifierais pour répondre à la question comme une des forces qui n'est pas forcément hostile, mais en tout cas une des forces les plus contraires à l'esprit de solidarité et auxquelles les États-nations doivent faire attention. Et l'autre question, j'étais très sensible à ce qu'a dit notre intervenant de Grèce sur il faudrait pouvoir commencer par se sentir européen, parce que l'Europe, ça serait à Bruxelles. Moi, je n'ai pas ce sentiment. J'ai le sentiment d'être aussi bien européen aujourd'hui à Prague qu'à Paris. Et je pense qu'il est tout aussi européen à Athènes qu'on peut se sentir européen à Varsovie ou Malte ou Brest ou je ne sais où. Et surtout, en fait, moi, je n'ai qu'un seul message, c'est l'Europe, c'est nous. Et y compris quand on dit Bruxelles, mais Bruxelles, ce sont chacun des États-nations. Ce n'est pas un Bruxelles désincarné. Ça, c'est un mythe qu'on essaye de créer. C'est le mythe de la technocratie. Mais à la fin, même s'il y a un sujet de légitimité, Bruxelles, c'est nous. Et donc, pour moi, l'enjeu de commencer par pouvoir se sentir européen, c'est de se dire que quand on est européen à Bruxelles, on vient de chacun des États européens. Et ce qui se fait à Bruxelles, c'est nous. C'est la table, c'est le passage à l'Europe, c'est ce que dit Middelard. Et l'autre chose, c'est quand on est à Prague, quand on est à Athènes, on est en Europe, on est européen. Et je crois qu'avec les crises auxquelles on est confronté, on a davantage le sentiment de l'extérieur. Précisément, c'est Thomas Serrier qui le rappelait, on s'est toujours construit avec nos tropismes vers l'extérieur, François Ier et Soliman, le tropisme atlantique, la question de la Russie. Et précisément aujourd'hui, on a redécouvert les frontières de l'Europe avec ces crises, peut-être encore plus avec la question du Covid, avec le Brexit. Et cette question des frontières fait qu'on peut se sentir européen, je pense, de plus en plus là où nous sommes et dans le monde dans lequel nous allons. Merci. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Merci aux trois intervenants. Et je voudrais aussi remercier à la fois l'équipe de l'Institut français, Luc Lévy, Florence Salanouve et Evina Koptisova, notamment, mais aussi Hugo Ben Simon et Iva Jourkova pour la communication.
Merci à l'Institut français de sa coopération. Et merci bien sûr à l'équipe de CEFRES, Charlotte Barbier, Claire Madol et Jeanne Besse qui ont contribué à la mise en place de cet événement. Et puis un remerciement évidemment tout particulier pour les deux interprètes qui étaient ici. Mais rassurez-vous, derrière des vitres, nous respectons les gestes barrières au CEFRES comme à l'Institut français, comme il se doit. Merci à toutes et merci à tous. Et puis à la nuit, nous nous reverrons pour la nuit des idées 2022, j'espère. Très bien. Au revoir. Au revoir. Au revoir.